Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bien, on sait que vous vous trouvez en ce moment sur votre lit de malade, mais l'actualité oblige. Depuis ce matin, à Kaloum, les citoyens sont réveillés avec la peur au ventre. On parle de détenus libérés ou évadés du côté de la maison centrale. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ou quelle est la situation au juste? D'abord, vous avez situé le cadre dans lequel je suis à l'étranger, je ne suis pas au pays. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas au pays, le département que je gère, que je n'ai pas un œil par rapport à ce qui se passe. Ouais. J'ai été appelé à 5 h du matin par monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pour m'alerter qu'il y a des tirs autour de la maison centrale. Puisque lui-même, il n'y est pas, mais il y a un régisseur qui est là-bas, et autour de la maison centrale, vous avez un cordon de sécurité qui est géré à la fois par, en tout cas, c'est-à-dire une sécurité mixte de la gendarmerie, la police et voire même l'armée. Donc, la question que je lui ai posée, est-ce que cette situation était due à quoi? Il a été formel, il m'a dit qu'ils sont venus, ils ont réussi quand même à extirper le capitaine Moussa Dadis Camara, M. Claude Pivi et M. Blaise Goumou, et y compris M. Kegoro. La première question que je me suis posée, comment est-ce que ces assaillants lourdement armés peuvent franchir le cordon sécuritaire de la maison centrale pour pouvoir s'introduire jusque dans la maison centrale, casser des serrures et faire sortir, disons, ces accusés dans le procès des événements du 28 septembre qui bénéficient encore toujours de la présomption d'innocence. Comment cela est possible? Oui, mais monsieur le ministre, ils ne sont pas armés. Permettez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est la petite précision. Écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur quand il y a une situation qu'on a mise la galerie. Si j'ai accepté d'échanger avec vous, je crois que nous devrons être dans la peau aujourd'hui de l'ensemble de ces citoyens-là qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses avec beaucoup plus de sérénité. Pour moi, c'est plus important aujourd'hui que chacun garde le calme pour que nous puissions échanger de manière très sereine. Allez-y, monsieur le ministre, c'est ce qu'on fait, c'est les précisions qu'on a demandées, monsieur le ministre. Oui, excusez-moi. Ceci dit, j'ai dit au procureur général, où qu'il soit, d'ouvrir une enquête par rapport au cas d'évasion. Mais sur le plan sécuritaire déjà, la maison centrale a été complètement bouclée. Vous avez remarqué au niveau de la périphérie, au niveau du pont 8 novembre et tout, il faut sécuriser. Pourquoi il faut sécuriser? Parce que ce qui s'est passé, c'est vrai même dans les prisons, les plus haute sécurité des États-Unis, il y a des cas d'évasion. Nous le connaissons. Ça, c'est des questions qui ne sont pas propres qu'à la Guinée. Mais sauf que j'interroge un tout petit peu les faits. Et je veux avoir des réponses en tant que ministre de la Justice. Je me dis, comment est-ce que les gens lourdement armés peuvent franchir les cordons de sécurité de la maison centrale? Puisque dans tous les cas, les agents de l'administration pénitentiaire qui sont composés par des gardes pénitentiaires, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas le droit de porter une arme, ils sont à l'intérieur pour des questions de sûreté. Parce que imaginez un détenu qui est condamné à une peine à perpétuité, s'accapare d'une arme dans la main d'un garde pénitentiaire, il sait qu'il ne va pas sortir de la prison, il peut être amené à commettre des dégâts. Donc, les règles sécuritaires de la prison interdisent à ce que les agents puissent porter des armes. C'est la raison pour laquelle autour de la prison, il y a toujours une sécurité mixte qui ne relève pas de la compétence du ministre de la Justice. Ça, c'est vrai, ça, c'est des questions de sécurité et tout ce qui en suit, mais qui sont là comme des points d'appui par rapport à la sécurisation de ces lieux sensibles. Alors, j'ai dit au procureur que toutes les personnes qui sont postées à ce niveau, on essaie d'ouvrir une enquête, d'interroger, d'identifier qui étaient là-bas, que ce soit de la gendarmerie ou l'armée, que ce soit où, qui était là-bas. Comment les gens peuvent aller? Quelle a été la réplique proportionnelle par rapport à ceux qui sont venus? Est-ce qu'il y a eu une faille? Il faut que l'enquête permettra, à coup sûr et en toute sérénité, sans aucun débat de passion, de pouvoir régler cette question. Cependant, c'est que il faut quand même saluer. J'ai dit, lorsqu'on m'a appelé que M. Kegoro a dit qu'il comptait
qu'il comptait se retourner à la maison centrale, il n'avait pas d'autre choix. Il faut qu'il se retourne, c'est clair. Oui, mais il est déjà là. Hein? Non, je sais que je vous dis, il est là-bas. Oui, il est là-bas. Vous ne pouvez pas être mieux informé que moi. Ce que je vous dis, avant qu'il ne soit là-bas, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Gardez le silence, écoutez. Donc, j'ai dit, parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez un procès juste et équitable qui est en train d'être organisé. Où le ministère de la Justice s'est engagé même à prendre en charge les avocats que vous avez constitués. Ça n'a jamais été fait dans un autre pays. L'avocat constitué par le client, l'avocat demande à ce qu'il soit vraiment pris en charge. Nous nous sommes engagés. Ils sont pris en charge à partir de combien de temps? Ils sont pris en charge. Tout ça pour les assurer leur droit à la défense. Pour respecter leur présomption d'innocence. Et c'est ce procès-là qui est en cours, qui est en train d'être examiné par des juges qui sont là, qui nous écoutent, avec beaucoup plus de sérénité. Je crois que pour l'histoire et pour l'honneur, il se devait de s'abstenir à de telles pratiques. J'ai dit à tout le monde, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux avocats constitués dans le dossier, parce que nous ne sommes pas dans le judiciaire, nous sommes dans les questions de l'administration centrale de la justice, parce que la maison centrale relève de la direction nationale de l'administration pénitentiaire qui relève du ministère de la justice. Parce que les gens encore suffiront pour dire il y a ceci, il y a cela, on ne m'amusera pas sur ce point-là. Je le dis à qui veut l'entendre. Les avocats des accusés évadés, désormais, puisque l'évasion est déjà consommée, même si quelque part ça devient un remords tardif, M. Kegoro certainement bénéficiera de leur circonstance atténuante si les juges l'estimeront, mais une ouverture d'enquête a été faite pour des cas d'évasion. J'ai instruit le procureur général, il est en train de travailler sur ce point-là. Mais aujourd'hui, M. Capitaine Moussa Dadis Camara, M. Blaise Boumou, n'oubliez pas, M. Blaise Boumou, il est magistrat de surcroît. Il est magistrat du tribunal militaire de surcroît, qui connaît la loi, qui sait c'est quoi la loi, qui connaît les conséquences pour quelqu'un de s'évader dans une maison centrale ou dans une prison ou dans une maison de détention. Monsieur Paul Pibi, monsieur Capitaine Moussa Dadis, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai beaucoup de respect pour avoir servi ce peuple, cette Guinée, dans tous les cas. Mais je me dis que c'était honorable à ce qu'ils puissent se défendre honorablement avec les avocats qu'ils ont, les avocats avertis, les avocats aguerris qui se battent au quotidien. On les voit combien de fois l'échange est houleux entre les avocats, tout ça pour leur défense. Je crois que ça devrait être un moyen pour eux de s'assurer que ce procès-là, c'est un procès juste équitable où ils pouvaient se défendre. Maintenant qu'ils ont choisi le chemin, je lance un appel aux avocats, parce qu'on ne dira pas demain, non, on nous a pris de force, on n'a pas pu résister à la force, c'est pourquoi on était parti avec eux. Attention, c'est maintenant de lancer un appel à l'endroit de ces accusés évadés, puisque le processus d'enquête suivra son cours normal avec tout son sceau de secret, que nul n'en parlera d'ailleurs. Mais ce qui est évident, on ne va pas trouver un moyen de justification demain pour dire oui, ils étaient sous l'effet de la force, c'est auquel ils n'ont pas pu résister, c'est pourquoi ils sont partis. C'est le lieu et le moment que s'il m'écoute, de pouvoir se rendre librement auprès d'un service de police ou de la gendarmerie. Alors monsieur le ministre, c'est un peu urgent si tu permettais. Oui, après. Alors, on sait que vous êtes mieux informé que nous. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu 2 cas de mort au niveau du pont 8 novembre dans une fusillade aujourd'hui, ce matin? Il faut que nous prenions des informations avec beaucoup plus de retenue et beaucoup plus de sérieux. Vous savez, lorsque les assaillants viennent lourdement armés, ils viennent, c'est pourquoi leur mission, leur cible est connue. Mais ils savent qu'en faisant une telle opération, ça les expose, ça expose à la fois leur objet, ça les expose aussi. Donc, le mode opératoire que souvent même les bandits, quand ils viennent voler, ils finissent, qu'est-ce qu'ils font? C'est de faire des tirs et autres un peu partout. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui est venu lourdement armé, il est venu dans l'idée de quoi? C'est dans l'idée peut-être d'agir de manière peut-être à ôter la vie à quelqu'un. En tout cas, il ne vient pas quand même pour s'amuser. L'arme, c'est quoi? On dit qu'on ne peut jamais pointer l'arme sur quelque chose qu'on ne peut pas détruire.
Toutes les forces de défense et de sécurité le savent. Nous le savons, ceux qui ont fait quand même quelques formations en la matière. Vous ne pouvez pas pointer l'arme sur quelque chose que vous ne voulez pas détruire. Si vous prenez une arme à 5 heures du matin, lourdement armée, pour vous dire que nous partions pour aller mettre hors d'état, c'est-à-dire hors la loi, ces personnes que nous estimons ou ceci ou cela, c'est que ce mode opératoire-là, vous pouvez faire des victimes. Ce mode opératoire-là, vous pouvez faire porter atteinte à des biens. Ce mode opératoire-là, vous pouvez porter atteinte à beaucoup de choses. Oui, mais sauf que pour le cas précis, monsieur le ministre, si vous permettez, ce présent cas, c'est une source hospitalière même qui nous le dit. C'est une ambulance. C'est sur une ambulance qu'on a tiré là-dedans. Il y a eu 2 morts. Non, qui a tiré? C'est ça la grosse question. C'est la question qu'on vous pose. Non, c'est pas à moi de poser, vous êtes journaliste. Mais vous avez dit que vous êtes informé, monsieur le ministre. Non, attention, non. Vous dites qu'on a tiré sur une ambulance. Qui a tiré? Non, on ne sait pas justement. Est-ce qu'on vous a remonté des informations faisant état? Non, attendez. Allez-y. Vous informez qu'on a tiré sur une ambulance. Peut-être que votre source vous aurait dit beaucoup plus qui a tiré sur l'ambulance et dans quelles circonstances ce tir a eu lieu. La source précise que les corps se trouvent à Dakar. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous avez eu vent d'une ambulance sur laquelle on aurait ouvert le feu? C'est vous qui m'informez. Je n'avais pas cette information. Alors, comme piste, on nous apprend que les corps se trouvent... Raison pour laquelle, oui, allez-y. Pour que votre source vous a dit qu'on a tiré, je profite de votre source pour savoir de plus qui a tiré et où et comment. On va certainement lui poser la question et vous remonter cette information. Traiter cette information, je crois qu'il ne faut pas qu'on donne une information qui n'est pas traitée où on n'a pas tous les éléments. Tous les éléments, d'accord, oui. Oui, allez-y, Yacine. Alors, monsieur le ministre, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que depuis que cette situation s'est faite, est-ce qu'il y a, mis à part M. Kegbro, d'autres personnes qui auraient été reprises, d'autres évadés qui auraient été arrêtés? Je veux d'abord qu'on garde le secret de l'enquête. Ce que je peux vous dire, le belgo-marocain a quitté jusqu'à Mauritanie, je l'ai ramené. Je ramènerai le capitaine Moussa Dadis Kamara là-bas. Oui, mais la question, en termes d'information, c'est qu'on nous apprend que le colonel Claude Pivi aussi aurait été arrêté. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, attention, ne prenez pas goût à ceux qui sont dans l'émotionnel. Non, c'est une question qu'on vous pose, monsieur le ministre. Attendez, M. Condé, n'ayez pas l'appétit plus que celui qui vous donne, s'il vous plaît. Je dis encore, je répète encore une fois de plus, à l'heure où je vous parle, l'heure n'est pas... C'est-à-dire, Kegoro a été arrêté, il est à la maison centrale. On vous a confirmé. Voilà. Je vais vous limiter à ça. Toute autre information aujourd'hui est de nature à taper les efforts des forces de défense et de sécurité. C'est pas une info qu'on donne, c'est une question qu'on pose. Pour des questions de secret, pour des questions de secret d'enquête qui est en cours, pour des questions de secret des opérations qui sont en cours, je préfère les garder. Mais pour Kegbro, vous n'avez pas gardé le secret, vous avez dit qu'il a été arrêté. Non, s'il vous plaît, c'est un secret. Dès lors qu'il a confirmé que ça a été arrêté, ce n'est pas un secret, il a été arrêté. Alors lorsqu'une opération est en cours, pour rechercher d'autres personnes, il ne s'agit pas, si ce n'est pas confirmé de manière formelle, on le retourne dans la case. Comme c'est le cas pour Tchéburu. Alors, monsieur le ministre, vous venez de mettre en garde certains citoyens à cause de leur complicité. Maintenant, et si les familles des gens qui peuvent estimer que leurs parents ont été enlevés de force et que ces familles aussi décident de porter plainte contre la justice pour manquement lié à leur sécurité? Oui, allez-y. Pourtant, c'est pertinent la question, monsieur le ministre, c'est important. Allô, vous êtes là? Je veux qu'on soit quand même... Écoutez, je suis là quand même. Allez-y. Il faut, M. Condé, quand même, excusez-moi, moi j'ai beaucoup de respect pour votre média. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enquête permettra de déterminer les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. D'accord. Quelqu'un ne peut pas se lever un beau matin, t'as fait ceci, t'as fait ça, c'est quoi ça? Il faut quand même qu'on se respecte. Quand il y a un fait, il y a toujours des raisons et il n'y a qu'une enquête sérieuse, approfondie, qui va déterminer, qui peut permettre d'identifier et de dire ce qui s'est exactement passé. Si c'est exactement passé, aujourd'hui, le ministère de la Justice, les gardes pénitentiaires, ils ont quoi comme arme pour se défendre? Ils ont quoi? Porter plainte contre la justice, pourquoi?
Porter plainte contre la justice, pourquoi? Oui, mais si vous avez des parents en détention, on vous apprend. Pour défaillance sécuritaire. S'il vous plaît, si vous avez des parents en détention et que les personnes détenues prison, je pouvais comprendre que oui, M. Kegoro, il est à la maison centrale. Oui. Il est réussi à retourner. Si c'est des gens qui avaient été enlevés ou ceci, ça c'est autre chose. Il faut quand même avoir raison garder. Monsieur le... C'est-à-dire que comment est-ce que les gens peuvent venir lourdement armés? Je vous donne un exemple. Allez-y, oui. Le cas de Koya. Tous qui sont sortis, qui se sont évadés, on a pris presque toute la totalité. Ils sont en train d'être jugés. Mais quand vous les demandez, ils diront qu'on était venu chercher qu'une seule personne. À cause de cette personne, ils ont cassé la série, les autres étaient sortis au niveau de Koya. Alors qu'ils n'étaient même pas venus derrière eux. Mais les conscients qui étaient là-bas ont dit non, moi j'ai déjà fini de payer ma peine, pourquoi je vais fuir? On va me poursuivre pour d'autres infractions, jamais je reste. Alors, monsieur le ministre, est-ce que cela ne relance pas un peu la question sur la vulnérabilité de nos maisons carcérales? Récemment, quand il y a eu l'évasion de ce belgo-mauritanien, donc vous l'avez en tout cas rattrapé en Mauritanie, vous avez dit devant la presse que vous allez doter les gardes pénitentiaires d'armes, en tout cas pour qu'ils puissent se défendre. Cette autre évasion dont on assiste et qui a suscité cette situation confuse-là, est-ce que pour vous, ça ne relance pas la question sur la vulnérabilité de nos maisons carcérales et qu'est-ce qu'il faut désormais pour éviter un tel scénario? Moi d'abord, je rectifie, ce n'est pas une situation confuse. Elle n'est pas du tout confuse. C'est une situation claire. Ah ouais? Non, confuse par rapport à ce qui se passe à Kaloum. Oui. C'est pas une situation confuse. Elle est claire dans la tête de tout le monde. C'est M. Capitaine Moussa Dadis Kamara, Claude Pubi, M. Goumou et M. Kegoro qui ont été aidés dans leur évasion par des hommes lourdement armés. Je crois que ça, ce n'est pas une situation confuse. Et à date, aujourd'hui, Kegoro, aujourd'hui, est à la maison centrale. L'enquête suivra son cours normal. Ça, c'est autre chose. Mais la question que vous posez, elle est importante. Ces gardes pénitentiaires aujourd'hui qui sont dans les prisons, pour la petite histoire, avant même moi, mon arrivée, ces gardes pénitentiaires que vous voyez là, quand vous les voyez habillés, vous direz que ce n'est pas la peine. C'est un corps qui est abandonné. Grâce à la volonté de M. le Président de la République, aujourd'hui, ces gardes ont été dotés de 3 tenues, de tout ce qu'il faut comme équipement de protection. Mais attention, on ne peut pas. Les armes, dans ma politique, il faut les armer, mais il faut les former. Il faut les former par rapport à l'utilisation d'armes. C'est pas parce qu'il y a évasion, on dit demain matin, distribuer l'arme à tous les gardes pénitentiaires. Ce n'est pas comme ça. Et ils ont besoin de la formation, de la manipulation de l'arme. Ils ont besoin de savoir comment manipuler l'arme. Mais ils ont besoin aussi, au-delà de ça, de ce qu'on appelle le soutien psychologique, parce qu'ils vivent aussi avec des détenus. En longueur de journée, si vous avez vu, je passe tout mon temps avec eux. Je sais, puisque ce n'est pas votre milieu, c'est mon milieu, je suis avec eux, je sais ce qui se passe. Oui, donc on ne peut pas prendre des armes comme ça pour les dire, aujourd'hui il y a évasion. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on a fait, c'est de faire appel à des forces de défense et de sécurité qui sont d'ailleurs habilitées à porter des armes pour venir faire le cordon sécuritaire autour de ces prisons-là. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ce cordon sécuritaire a été brisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quoi à ce niveau? Jusqu'à ce qu'on puisse sortir comme ça, l'enquête déterminera. Oui, monsieur le ministre. On ne fera de préjugés sur personne. Encore une fois de plus, c'est la sérénité qui conduira à la vérification de tous les éléments. Et ces éléments aboutiront à l'identification des auteurs, co-auteurs ou complices. Et ces co-auteurs ou complices bénéficieront de tout ce qu'il y a comme droit pour que justice soit faite et que le peuple de Guinée, enfin, puisse être informé sur ce qui s'est passé. Même dans les plus hautes prisons sécuritaires du monde entier, vous avez des cas d'évasion. Vous parlez des plus hautes prisons. Pourtant, au démarrage de ce projet, beaucoup d'observateurs ont soulevé cette question liée justement à la sécurité des mis en cause compte tenu de ce qu'ils ont été dans le système administratif. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de
de remonter à la figure maintenant, monsieur le ministre? Non, ce n'est pas ça. Pourtant, ça avait été dit. Non, attendez, oui. M. Condé. Vous savez, lorsqu'on parle d'une situation, oui. Nous, on se doit de manière responsable de ne pas répondre coup par coup à ce que les gens pensent. On est dans une république, on est dans un État. Mais quand les gens prédisent la sécurité et que l'évasion survient... Ça n'a rien à attendre. Les deux ne peuvent pas être liés, monsieur le ministre? Écoutez, ça n'a rien à voir avec ça. Pour la sécurisation du procès, on a fait appel à plus de combien d'agents? Gendarmerie, la police. Quand il y a procès, est-ce que vous voyez sur quelle escorte ces gens-là sont conduits à l'audience? Est-ce que vous avez entendu qu'au cours de l'escorte des accusés vers la salle d'audience, il y a eu évasion? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu, depuis que le procès a commencé, qu'il y a eu ce cas-là concernant tel ou tel? Écoutez, autant vous peaufinez vos stratégies pour la sécurité, autant les délinquants, c'est-à-dire les phénomènes criminels sont inhérents à toute société. Je veux d'abord, le Guinée aime trop particulariser. Oui, c'est la Guinée parce qu'on veut tout envoyer sur les tendances politiques. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire il y a des effets sociaux, il y a des effets, c'est-à-dire il y a des effets qui sont liés à la société, qui sont liés aux phénomènes sociaux. Vous ne pouvez pas les occulter. La sécurité a toujours été la préoccupation de tous les États du monde. L'Israël avec Hamas, avec toute la haute technologie, ils ont pu quand même briser le mur pour entrer. Donc, et quel système sécuritaire n'est infaillible? Mais ce qu'il faut relever, quand il y a un problème sécuritaire, quand il y a un problème sécuritaire, c'est l'homme qui assure la sécurité. Ok, monsieur le ministre. Interroger l'homme sur son rôle. Est-ce qu'il a pu bien jouer son rôle? Est-ce que ça a été à la limite de ce qu'il devrait faire, qu'il n'a pas pu que ça soit réalisé? C'est clair. Monsieur le ministre. Il faut penser. Mais dire qu'il y avait des raisons sécuritaires qui étaient prévues ou tout ça, ceux qui avaient prédit ça, ils doivent se tromper. Ça n'a rien à voir avec ça. La sécurité a toujours été assurée. C'est des gens lourdement armés face à desquels les gardes pénitentiaires complètement désarmés n'ont pas pu tenir. Cordon sécuritaire autour de la maison centrale n'a pas pu tenir. Ça fera l'objet d'une enquête et analyse approfondie. Ça n'a rien à voir pour jeter l'anathème sur ça, ce procès. Monsieur le ministre, est-ce que cette enquête... Pour votre information, s'il vous plaît, pour votre information, il y a 4 autres accusés qui sont renvoyés devant le tribunal criminel. Ouais. Pour les mêmes faits. On allait vous poser la question, on était au courant. Qui sont-ils? Parce qu'on ne connaît pas leur identité. Leur identité, lorsque le dossier est programmé à l'audience, vous savez, quand le dossier est dans un cabinet d'instruction, c'est couvert par le sceau du secret. Ouais. Une fois que c'est programmé à l'audience, ça quitte le caractère secret pour devenir le caractère public. On parle de la publicité des débats. Pour l'instant, leur identité n'a pas été donnée par le tribunal. Le département ne donnera pas leur identité. Ok, monsieur le ministre. C'est pas ce cas donc qui a précipité cette action. Bon, vous pouvez faire vos analyses. Vous avez vu? C'est-à-dire que l'instinct de survie... Non, attendez. Vous savez, un procès, c'est quoi? C'est un événement inattendu dans la vie de l'homme. Personne ne peut dire je vais aller en procès. Les faits qui vous arrivent sont les incidents de la vie. On est d'accord. Vous pouvez vous retrouver un jour devant le tribunal. Bien entendu. Oui, mais c'est hein? Personne n'est programmé pour ça. Mais lorsque vous vous retrouvez face à un tribunal, rassurez-vous que ce qu'on vous reproche, vous êtes convaincu et de manière pertinente que ce qu'on vous reproche, ce n'est pas ça et que vous pouvez vous défendre. Et que vous soyez convaincu que ce qu'on vous a dit, c'est ça. Vous m'avez vu, moi, devant les tribunaux, non? Allez-y. Je suis ministre de la Justice. Oui. Vous m'avez vu devant le tribunal. On m'a cité, je suis allé. Ça n'a jamais été programmé dans ma vie pour dire que étant ministre, je peux être amené devant le tribunal. Mais puisque je suis convaincu que ce qu'on dit, ce n'est pas ça, mais pour moi, je serais très heureux de montrer à l'opinion que ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Ok, monsieur le ministre. Qui est le plus grand perdant dans ça? Moi, je pose la question. Bien. Qui est le plus grand perdant dans ça? Alors, vas-y. Est-ce que vous liez les deux actions? Non. Dans tous les cas, celui qui s'est évadé, c'est lui qui, dans son subconscient, sait quels sont les motifs qui l'ont conduit à le faire. On ne peut pas par insinuation dire que c'est ce qui a fait, ou c'est ce qui a voulu, ou c'est... Non, on ne peut pas aller à peu près. D'accord. Celui qui l'a fait, c'est lui qui sait pourquoi il a fait et quelles sont les raisons ou les motivations qui l'ont poussé à le faire. Nous, à notre niveau, pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas honorable quand même que par cette manière qu'on puisse se soustraire
de sa justice pour penser trouver la paix du cœur quand on est encore en conflit avec la loi. Vaut mieux, en toute honnêteté, en toute sérénité, venir se défendre. Je crois que c'est ce qui a été fait, ça n'a jamais manqué. Continuer à croire toujours à son innocence et pouvoir poursuivre à se défendre avec ses avocats et attendre que le juge de manière indépendante puisse juger pour que le peuple de Guinée puisse savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, monsieur le ministre, est-ce que à ce stade, l'enquête est relative juste à une tentative d'évasion, à l'évasion, ou est-ce que il y a des enquêtes pour que cela puisse éventuellement s'inscrire dans une entreprise plus large de possibles atteintes à la sûreté de l'État? Parce qu'on sait que parfois des évasions peuvent être un élément parmi d'autres. Bon, vous savez, les gens aiment extrapoler les choses. Ah oui, il y a évasion, CNRD est touché, ou CNRD n'a rien à voir dans ça. Ah ouais? Monsieur le Président de la République est le garant des institutions. En sa qualité de garant des institutions, il sait comment est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la protection des citoyens et de leurs biens. Ça, c'est un autre volet. Du volet purement judiciaire, l'enquête va toujours prouver s'il y a ramification ou pas. Vous savez, il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. L'article 8 et suivant du code de procédure est très clair. L'enquête est couverte par le sceau du secret. Si j'ai dit au procureur général de demander au procureur de la République, lorsque l'enquête va commencer, on va commencer à interroger les gens, le département de la justice gardera la grande muette pour qu'en cas d'information passerelle, qu'il puisse quand même dire exactement, sans toucher le secret, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais on ne peut pas anticiper, encore une fois de plus, pour dire qu'il y a atteinte à la sûreté de l'État, parce que pour le moment, personne n'a dit, bon, on sort, on va attaquer Palais Sékou-Touré, on va attaquer Palais mon médecin, on va aller attaquer CNT, on va attaquer ceci, cela. Pour le moment, c'est un cas qui est inscrit strictement dans le cas de l'évasion des personnes accusées dans le procès des événements du 28 septembre. Je crois que la communauté nationale et internationale suit ce dossier beaucoup plus près et que c'est un dossier auquel... Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas déjà anticipé, monsieur le ministre, et est-ce que, en déclarant au présent même de l'indicatif sans le conditionnel que monsieur Moussa Dadis Camara et compagnie ont fait une évasion avec la complicité, est-ce qu'il n'y a pas déjà même une atteinte à la présomption d'innocence, dans le sens où justement les enquêtes peuvent éventuellement dire que c'est un enlèvement et qu'ils ont été pris contre leur volonté? Moi, je pèse mes mots quand je parle et je le dis encore, je le répète. Moi, je le dis, je le répète. Ce qui est là, la qualification juridique, c'est cas d'évasion. Il n'y a pas d'évasion sans complicité. La complicité, c'est celui qui apporte son aide. Ça, il n'y a même pas présomption par rapport à ça. Il y a une évasion. Non, il y a une évasion, mais il y a une présomption sur les auteurs et les complices de cette évasion. Et surtout, le cas Kébolo, monsieur le ministre, si vous permettez, on nous apprend qu'il n'était pas consentant. Ça veut dire que ça peut être aussi une autre qualification, monsieur le ministre. Je vous en prie. J'ai dit à tout le monde, j'ai lancé un appel aux avocats. Personne ne va justifier demain que c'est sous la contrainte que je ne me suis pas présenté. Ah ouais? Justement, est-ce que vous n'êtes pas en train d'anticiper le travail des juges en disant ça, monsieur le ministre? Ça, c'est le travail du juge de pouvoir rejeter ou accepter un argument. Vous n'avez pas compris, s'il vous plaît. Moi, je le dis, je le répète. Lorsqu'il y a la gestion des détenus ne relève pas du procureur, ça ne relève pas de la justice. C'est l'administration centrale de la justice qui s'occupe des cas des détenus. Je veux d'abord qu'on se comprenne. Les maisons centrales et les maisons d'arrêt sont gérées par une direction nationale de l'administration pénitentiaire qui relève du ministre de la Justice. Ce que je vous dis là, c'est aussi clair que ça. J'ai dit, en tant que premier responsable de l'administration pénitentiaire, je lance un appel aux avocats de faire appel à leurs clients, de se rendre au service de commissariat le plus proche. Ça prouvera, ça justifiera la bonne foi que certainement
ce qu'ils amèneront à dire, contrainte ou pas, ça sera apprécié. Mais si l'appel là est lancé aujourd'hui, pour moi par exemple, Kegoro a dit qu'il veut se retourner. Je ne vais pas. Je n'irai pas. Je me suis soustrait. D'accord, M. Kegoro. Vous avez bien fait parce que vous savez que vous êtes en maille avec la justice où vous bénéficiez de toute la présomption d'innocence. C'est normal. Je ne veux pas m'exposer à d'autres choses. Autant Kegoro a fait, qu'est-ce qui a empêché d'autres aussi de faire comme M. Kegoro? Alors, monsieur le ministre, à ce stade, qu'est-ce que vous pouvez dire puis justement par rapport on nous apprend d'ailleurs que procès. tous ont été finalement arrêtés. Est-ce que vous confirmez cette information? Puisque vous avez confirmé le cas Kegoro. Je ne peux pas vous confirmer au moment où on est en ligne. Oui. Mes cadres, les procureurs travaillent tous. Oui, mais donnez-nous ce scoop, monsieur le ministre. Donnez-nous ce scoop. Un communiqué du département de la justice sanctionnera tout cela, mais je ne peux pas vous dire quel a été fait. Ce qui a été fait, c'est ce que je vous ai donné comme information. Parce que le problème, en fait, ce qui me pousse à intervenir, imaginez les victimes vous appellent. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas au pays, nous sommes inquiets. J'ai eu Madame Asmao. Monsieur le ministre, révélez-nous vite. Révélez-nous vite. Vous êtes, c'est comme un père de famille. Et il faut quand même parler pour les informer, pour les rassurer. Parce qu'il y a aussi des récupérateurs des informations de l'intox qui sont prêts aussi à bondir sous chaque occasion, sous chaque situation, pour pouvoir toujours faire ce qu'on appelle l'acrobatie malhonnête intellectuelle, de nature à pouvoir intoxiquer l'opinion à des fins qui ne sont rien d'autre que des fins purement personnelles. Or, si vous ne communiquez pas, la communication cédera à l'intox et vous courez toujours derrière l'information. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez tendu la brèche pour pouvoir vous donner ce qui s'est passé, je me suis prêté à votre question pour que vous puissiez quand même être rassuré que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est circonscrit au cas d'évasion au niveau de la maison centrale. Bien. Allez-y donc, Keita, vous pouvez le remercier. Bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et prompt rétablissement. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rentrerai si tout va bien de lundi. Inch'Allah. Mort ou vif, je serai en Guinée, Inch'Allah. Non, vivant. Hein. Merci à vous, monsieur le ministre.